Salut à tous et bienvenue sur Jab Life, nouveau rendez-vous qu'on vous propose cette semaine. Je suis avec mon consultant Aldric Cassata et grâce à la FMMAF et à Lionel Brézéfin à qui on passe le salut, ils nous ont permis de récupérer les images des championnats de France amateurs. C'était la semaine dernière les finales de la MMA League, c'était à Polytechnique. Et on va vous analyser deux des combats qui nous ont beaucoup plu. On va regarder les deux combats en entier et puis vous faire un petit top 10 des finishes qu'on a eu sur cet événement pour vous faire découvrir les futurs talents du MMA français. C'est une grande première, des réactions sur les images, c'est sur Jab Life avec Aldric et moi. C'est parti, générique. Bon Aldric, on se retrouve, on l'a dit aujourd'hui, pour une première sur Jab Life. On va commenter des images ensemble. On espère que ce ne sera pas la dernière parce qu'on veut vous proposer ça à nos spectateurs parce que je pense qu'on peut apporter des choses en analyse technique là-dessus. On va donc regarder les meilleurs moments de ces finales des championnats de France amateurs de la MMA League. Déjà, globalement, Aldric, on en a parlé la semaine dernière un peu dans le Aldric NRB, mais quel regard global t'as porté sur ces championnats et sur le niveau proposé par la MMA League cette année? Très positif. Le plus simple, c'est de comparer. Il y a 85-90% des champions qui sont passés à la trappe, qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas confirmé, donc ça laisse entendre. Et pourtant, la moisson de médailles qu'on avait fait au championnat d'Europe était très bonne. Donc, ça montre que le niveau augmente. Il ne cesse d'augmenter. Il y a maintenant 2-3 représentants solides par KT, donc on est vraiment capable de faire une équipe de France très sérieuse. J'ai même l'impression que le réservoir, il s'épuise pas en fait. Enfin, tu vois, comme tu dis, on fait des médaillés, bam, t'arrives au championnat d'après, il y a encore des nouveaux noms qui sortent et des nouveaux talents qui émergent, quoi. Ça sort, il y a des clubs qui font de l'excellent travail de formation, c'est vraiment bien. Il y a encore quelques KT où on peut faire mieux, mais bon, on en parle à longueur de temps dans nos podcasts, c'est toujours la même chose. Et quand on voit que c'est des KT qui sont difficiles même à l'UFC, je parle de 93, de poids lourd bien sûr, on va pas se mettre trop d'objectifs là-dessus, mais non, globalement un niveau vraiment satisfaisant et surtout 2 jours qui était très sympa à regarder, où je me suis régalé, moi, personnellement. Ouais, pareil. Et t'as raison, il y a des KT plus limités, même je peux penser dans les KT féminines où elles sont 3. D'ailleurs, on va voir parmi nos top 10 des finishes, il y en a de cette catégorie-là. Donc, c'est un tournoi, en fait, entre les 3, plus qu'un vrai championnat avec des 8e, quart de finale ou des choses comme ça. Donc, Aldric, avant de faire le top 10 des finishes de ces finales de la MMA League, on voulait vous proposer 2 combats dans leur intégralité. À commencer, le premier qu'on va vous diffuser, c'est la finale des moins de 70 kilos. Très grosse Keoni Lambert contre Mehmet Boran. Énorme KT, même les tours précédents, on s'est régalé à voir ces combats-là. Et la finale était encore un régal, donc on lance ça. On va vous commenter et puis vous faire des réflexions globales, Aldric, sur le niveau, justement, de ces moins de 70 kilos qu'on a vu à Polytechnique le week-end dernier. Donc c'est parti, vous avez Keoni Lambert avec les jambes rouges. Et de l'autre côté, Mehmet Boran. Ouais, très très grosse KT. Il y avait Mamad Demba aussi qui a fait forte impression sur les premiers tours, qui perd... de façon très serrée face à Keoni, qui est très agressif. On voit tout de suite ce striking agressif, beaucoup de jeux de feinte. Gros premier tour pour les deux, puisque je crois que Boran fait une finalisation au premier tour et Keoni fait une décision très très dure et un gros combat face à Mamad Demba. Keoni qui était on connaissait, il sort pas de nulle part, Aldric, on connaissait son talent, mais il a confirmé sur ce tournoi de la MMA League. Moi je l'ai connu puisqu'il a battu Thomas Muris l'année dernière. On sait que Thomas, d'ailleurs on lui passe le bonjour, il est en train de se réathlétiser suite à son opération des croisés. Donc très 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 dur en striking, dur à faire tomber et très physique et athlétique pour la KT. On voit son explosivité à Keoni Lambert. On rappelle que c'est des rounds de 3 minutes, vous n'êtes pas dans le MMA professionnel et qu'il y a quelques petites différences de règles. Ouais, il n'y a pas de coup de coude et il n'y a pas de coup de genou au visage. Et voilà, je pense que... Alors, c'est vrai que ce sont des règles qui, sur le papier, favorisaient les lutteurs, notamment sur l'IMAF. Mais en France, on a quand même des jeunes qui sont capables de mixer et qui favorisent le striking. Ils ont déjà grâce au coach et aux structures, ils ont quand même une belle compréhension du sport, tu vois. Donc, ils utilisent la lutte à bon escient, mais principalement, on voit du striking. Donc, Et on a venu Borad qui est venu plaquer Keoni Lambert, mais qui a réussi à bien se sortir. On voit depuis le début du combat, Keoni Lambert, même sa façon de mixer, il va au corps, il va en tête. Sur le striking, on sent qu'il est efficace déjà, malgré son jeune âge. Des feintes de niveau, des mouvements de buste, ça rentre en anglaise, ça sort en jambe. C'est intéressant. Et en face, c'est fort aussi, Boran qui rentre pas dans le jeu, qui vient pas à la bagarre. On sait que Keoni frappe fort, mais tu vois, il désengage au bon moment, il feinte aussi pour le faire taper dans le vide. Non, très intéressant. J'aimerais pas être juge sur ce premier round parce qu'il y a très peu de frappes effectives, mais c'est vrai que si on juge le combat dans sa globalité, et le round en tout cas
dans sa globalité, je mets un petit avantage quand même à Keoni qui a été quand même plus actif. Là, tu vois, à 40 secondes de la fin, tu dois quand même penser à mettre un favori et à mettre un vainqueur pour ce round. Et je pense qu'il a pas forcément plus touché, mais il a fait un petit peu plus de volume en tout cas. Ouais, et plus efficace quand même au niveau des touches qu'il peut faire. Et donc, on rappelle des dégâts, puisque c'est aussi le critère numéro 1. Je mettrais aussi Keoni en avance. On voit son travail aussi de feinte sur les kicks, feinte sur les points. Il y a un striking qui, pour un amateur, entre guillemets, est déjà bien élaboré, Aldric. Ouais, il y a une palette technique intéressante. Tu vois là, coup de pied retourné. Et puis ça feinte, ça désengage. Non, s'il se passe pas de dinguerie dans les 5 dernières secondes, même si, regarde. Ce coup de pied retourné qui frappe à la dernière seconde. Il reste 2 secondes. Alors là, il y a deux. Si t'as ta feuille des juges, il y a deux où tu penses que il s'est fait downer, ce que je ne pense pas. Je sais pas si on va avoir un ralenti. Je ne pense pas. C'est un petit cas d'école un peu, ça. C'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Si on va avoir un ralenti, c'est bien. S'il a touché les gants, je pense quand même que ce premier round revient à Keoni. Parce que, comme on peut le voir, de toute façon, la technique Taylor Lapillus, Alex, si les ralentis sont à ton avantage, c'est que tu as gagné le round. C'est exactement ce qu'on parlait. Cette efficacité debout en striking, il a bien mieux et plus touché. Et là, tu vois, regarde, moi, je pense que le coup de pied retourné a touché les gants en premier. Eh ben non, il a touché la tête. Donc très compliqué. Derrière, très ça compliqué. déséquilibre. Donc c'est un don. On peut le prendre en don. Est-ce que ça change la structure du round 1 ? On en revient à notre émission sur le scoring. Aldric, c'est le genre de chose où c'est compliqué le scoring en MMA parce que là c'est très compliqué. Tu peux le faire basculer sur le dernier coup. Si tu te dis que c'est très très serré avant, si tu mets pas la prime au striking qu'a fait Keoni et au jeu en boxe, tu peux le donner à Boran. Je suis d'accord. C'est très compliqué. Puis en plus les juges ils sont répartis en triangle sur la cage. Donc si t'as pas bien vu l'impact qui a touché le visage, comme je disais, on voyait pas bien, mais avec le ralenti on l'a vu, tu peux faire basculer le round uniquement pour ça. Mais dans sa globalité, round dominé par Keoni, mais attention à ce coup de pied retourné qui peut être compté comme un down. Même pas qui doit. Et là, on envoie un deuxième. Grosse explosion. Et là, ça touche et ça l'a envoyé Keoni au sol. Très explosif aussi, Boran. Exactement. On l'a pas vu beaucoup sur ces explosions depuis le début du combat. Mais là, quand ça a touché fort. Il a bien suivi derrière. Keoni s'est fait un peu roquer. Mais bon, il réussit à se remonter assez vite. On voit qu'il y a des deux côtés, il y a moyen de faire mal. Il y a beaucoup de talent. Ce coup de pied retourné qui touche aussi au corps. On a vu moins pour l'instant. On voyait un Boran plutôt dominé sur ses phases debout aux premières reprises, mais qui là reprend un peu l'ascendant. Ouais, clairement. Là, en tout cas, il est à l'initiative dans cette deuxième reprise. Pareil, tu vois, on voit de tout. On voit de l'accélération, des changements de rythme, une boxe quand même qui est très mixée aussi, puisqu'on parlait de coup de pied retourné, travail au clinch, travail en cross. Donc, assez intéressant. Parce que la défense de Keoni, elle est belle aussi. C'est pour ça que moi, je dis souvent... on est quand même sur un niveau amateur, mais il y a pas mal de professionnels qui n'auraient pas le niveau. Parce que là, ce sont des jeunes qui sont capables d'aller aux IMAF. Et quand on voit ce niveau IMAF et que moi, je leur dis qu'on est sur un moins de 5 combats professionnels, c'est largement le niveau pro et peut-être même entre 5 et 10 combats pro. Franchement. Complètement. Et on le sait déjà que des amateurs avec une grosse carrière amateur, ils ont souvent plus d'expérience que des mecs qui sont passés pro finalement assez vite et qui, même s'ils ont accumulé une dizaine de combats pro, parfois ont moins de temps de cage que ces jeunes-là. À la limite, ça manque. Allez, si tu veux comparer avec le niveau pro, je trouve que comme c'est sur 3 minutes, chaque frappe est faite vraiment pour couper des têtes et ça manque peut-être un petit peu de travail en jab et en prise de distance, tu vois. Mais en même temps, ils ont que 3, donc c'est logique qu'à ce niveau-là, tu vois, chaque frappe est faite pour toucher et pour être effective. C'est ça, moi j'aime bien par exemple là tout le jeu de mobilité et de feinte de Keoni, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez l'utilisation de ce bras avant. C'est ça. Pour mieux gérer cette distance et peut-être pouvoir exploser au bon moment pour faire plus mal aussi. Après, c'est quand même des jeunes qui sont assez récents sur le circuit, ils ont encore de l'expérience à faire. Et surtout, il ne faut pas faire l'erreur de se dire « oui, je passe pro rapidement ». Je pense qu'il faut être patient, il faut être capable d'être titré aux IMAF surtout quand on a le niveau. Et on voit que ces deux jeunes ont le niveau pour pouvoir performer au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et je pense qu'il faut vraiment attendre pour pouvoir faire la passerelle après vers le niveau pro, d'avoir pris une médaille. Même si elle n'est pas forcément en or dans ces compétitions majeures. On voit un Boran quand même là, depuis tout à l'heure, tu as vu dans cette deuxième reprise, il y a eu plusieurs explosions. Le reste, il reste un peu prudent. Il est dans ce game plan, je pense, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas aller à la guerre avec Keoni. Je pense qu'il se sait un peu inférieur sur ce jeu-là. Par contre,
exploser pour toucher, puis le coller contre la cage et pour essayer d'implémenter sa lutte, ça paraît plus le jeu de Boran. C'est assez compliqué, pareil, à noter ce round, parce qu'il y a cette première minute où il y a ce down. Il y a Dan, hein. Ouais. Et du coup... Moi, j'ai tendance à la donner à Boran, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efficacité derrière de Keoni. Beaucoup de travail de feinte, ce que tu disais tout à l'heure, mais qui met pas assez de volume. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ce premier round est vraiment soumis à ta vision de ce coup de pied retourné. Globalement, sur, on va dire, 2 minutes et 50 secondes, c'est pour Keoni. Et les 10 dernières, où il se retrouve un peu les fesses par terre, c'est pour son adversaire. Bon, le deuxième, clairement, je pense qu'il va clairement dans le sens de Boran. Hein. On peut lui laisser ce round et hâte de voir ce troisième combat très engagé. Mais c'est pas à toi, Aldric, que je vais apprendre qu'un down à la fin d'un round peut faire basculer beaucoup de choses pour le coup. Surtout au niveau de l'impact visuel des juges et tout, c'est très important. Donc, troisième reprise, déjà, on rappelle, hein, même si c'est une finale, c'est que 3 rounds. Hein, on est dans le format amateur, donc il reste que 3 minutes. C'est ça. Nous, dans notre esprit, Aldric, de ce qu'on dit tout à l'heure, on serait plutôt à un partout. Ouais, tu peux dire, soit t'es à 2-0 pour Boran, mais je le trouve un peu dur quand même. Je vais être... Sur l'ensemble du combat de 0 Boran, c'est dur. Ouais. Vraiment. Moi, et puis même, tu vois, juste, c'est une finale. Mais ça peut s'entendre aussi. Ça s'entend. Ça peut s'entendre aussi. Mais c'est une finale. Je pense que c'est le vainqueur de ce troisième round qui doit gagner le combat. Ouais, les deux là qui continuent ce travail. Il y a un gros travail de feinte. Hein. Ouais, des deux côtés. On sent que l'explosion peut faire mal. On attend le bon moment. Peut-être une assez faible utilisation des kicks pour l'instant, Aldric. En première intention, mais tu sais, c'est des jeunes encore. Ils frappent pour faire mal et je pense qu'ils ne sont pas effectivement très préparés. C'est-à-dire qu'un kick, ça se prépare, soit par un jeu de feinte, soit par un déplacement, soit par une combinaison. Et là, on voit des kicks en première intention. Ça, c'est des petits détails qu'il faut gommer quand tu vas monter de niveau. Et je parle même pas de professionnel. Hein. Je parle même niveau amateur, de IMAF et tout ça, tu vois. Point important, parce que les gens qui nous regardent le savent peut-être pas forcément. Il y a plusieurs combats en 2 jours sur ces formats-là. Donc, tu peux pas préparer non plus un game plan contre tes adversaires parce que tu aurais trop de game plan à préparer, en fait. Donc, tu fais aussi... il y a un peu un côté feeling du combat quand tu es dans la cage. Ajustement immédiat, ils se connaissent un petit peu globalement parce qu'on commence à voir les mêmes têtes de MMA League en MMA League, mais... Le compte là de Boran. Ouais, je sais pas si on peut le compter sur un down, non, ça c'est plus quand même une glissade. Hein. Ouais. Mais ouais, ils se connaissent, mais ils doivent préparer le combat en dernière minute parce qu'il y a un tirage au sort. Ils peuvent faire entre 3 et 4 combats sur la compétition, entre le samedi et le dimanche. Donc, il y a aussi ce niveau de fatigue et ce niveau d'usure qui rentre en jeu parce qu'ils arrivent... Bien sûr, là, c'est la fin du tournoi. Donc, ils ont plusieurs combats dans les pattes. On sent, hein, je sens, tu vois, par rapport au premier round, Keoni, tu sens quand même qu'il y a moins, il y a un petit peu moins de volume, il y a moins de feinte. D'accord. On sent que ça a tapé dans le cardio aussi et qu'on arrive vers la fin de combat plutôt. Après, il est serré. Hein. Franchement, ce round-là, il est difficile parce que comme... il se passe pas grand-chose. C'est ça. En vrai. Il y a un gros travail de feinte des deux, ça, on l'a compris. Il y a une petite glissade en début de round, mais je suis persuadé qu'elle n'est pas significative. Et ben, tiens, ils se font... Ouais, je crois même qu'ils se font un peu rappeler à l'ordre par l'arbitre. Pour de l'activité. Parce qu'on sent, en fait, je pense que les deux savent qu'il y a possiblement un partout et que sur 3 minutes comme ça. Surtout quand il reste moins de temps là, celui qui va faire la diff sur une grosse séquence, il peut prendre le combat. Donc il doit y avoir un peu de prudence des deux côtés. C'est un titre de champion de France quand même qui est en jeu et puis les sélections équipe de France derrière, les choses comme ça. En septembre, il va y avoir les championnats du monde. Donc tu sais que si tu gagnes, tu es sélectionnable. Un kick alors qu'il a touché un peu dans les gants, mais au moins il propose un peu de variété sur cette fin de combat, Keoni. C'est lui qui est plus à l'initiative de cette fin de combat. C'est peut-être ce qui fait basculer aussi d'ailleurs la décision des juges dans un round très serré. Il y a un travail d'initiative à la fin. Et... Dans un round où il n'y a pas beaucoup de différence de fait. Alors il y a ce coup de pied de finale. Vous avez vu d'ailleurs que il court pas sur l'adversaire, hein, il courait sur la cage. Mais vous avez vu d'ailleurs que le chrono était déjà arrivé à 0, mais ça continuait. On savait pas vraiment si le combat était fini ou pas. Mais c'est vrai que ce combat était intéressant parce que même s'il y a un troisième round qui est un petit peu plus en dessous de ce qu'ils ont été capables de produire ces deux pendant tout le tournoi, il y a un côté stratégique, il y a un côté technico-tactique et il y a surtout Boran qui est un peu une révélation de cette compétition et Keoni qui est une confirmation. Donc je trouvais que c'était important de mettre en avant cette KT qui est difficile. Hein. C'est comme à l'UFC, 70, c'est pas facile. Mais là, on a vraiment plusieurs prospects qui peuvent performer sur la scène européenne et voire mondiale. Puis finalement, en 9 minutes, tu vois, on a vu des choses. On a vu ce travail de feinte à un niveau qui est pas tout le temps le cas en MMA, tu vois. Il y a aussi ce travail de défense quand il était collé contre la cage chez Keoni, un peu de variété sur la fin de combat
avec ses kicks notamment. Ouais, il y a déjà une panoplie assez large pour ce genre de combattant et on a hâte de voir la suite pour Keoni Lambert comme pour Mehmet Boran. Parce que, comme tu as dit, 70, peu importe le niveau, c'est toujours des catégories à requins. C'est toujours des catégories hyper denses où il y a du monde. On va passer 15 kilos plus haut, Aldric, on va passer chez les 84. Et c'est l'autre finale qui nous avait intéressé quand on a su qu'on récupérait les images, c'est qu'on s'était appelé. C'est le premier combat qu'on a dit tous les deux. C'est le truc qu'on voulait absolument faire, c'était celui-là. Donc on se retrouve en finale des moins de 84, quelques minutes plus tard. Et là, c'est monsieur Yohan Morero contre Fabian Glele. Et ça, c'était une superbe finale. Beaucoup d'intensité. Ouais. Dès le début, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Hein, les échanges sont tout de suite féroces. C'est quand même des KT où ils sont très athlétiques, les deux. Et j'aime bien parce qu'il y a là, tu vois, il y a un gros travail de défense de lutte. Là, c'est plus orienté game plan. Tu vois, il y en a un qui veut vraiment faire tomber. Et on voit de la défense de lutte et du contre, tu vois, parce qu'il est en train de générer pas mal de dégâts. Exactement, il frappe quand il défend ça. Glele, il vient pour faire tomber. Une nouvelle fois, c'est les MMA modernes où ils savent, il faut frapper. Il faut faire des dégâts tout le temps. Et là, tu vois, il y a du contre de lutte, mais il n'oublie pas de frapper en même temps pour scorer son round. Très intéressant le travail. Il passe les bras, on l'a vu passer le underhook aussi pour rester dans les bonnes positions. Très intéressant sur ce qu'il est capable de faire, même dans ces positions qui sont plutôt déficitaires, où il est pas dans le bon. Même en professionnel, souvent quand tu es focus sur la défense, tu oublies de contrer, de faire des dégâts. Et là, tu sens qu'il est très à l'aise sur ça. Il veut boxer, Morero. Il veut se servir de sa boxe. Il frappe fort, il frappe très vite. Les combinaisons, elles sortent. Ça frappe vite, et même quand il défend, il défend la lutte, mais il pense à mettre. Déjà, il est très agile. Fois. Même là, quand on déplaçait, il mettait les petits coups. Ça. C'est que les petits coups, mais il y a tout le temps des frappes. C'est vraiment intéressant et surtout vraiment avancé, en fait, en termes d'expérience. Tu sens qu'il est suffisamment à l'aise pour défendre et frapper en même temps. Donc, c'était... T'as l'impression qu'il y a un interrupteur dans la tête où le mec se dit frappe. Dès que je peux, c'est frappe. Non, il faut le faire. Parce que pareil, on est en finale. Ce sont des nouveaux venus. T'as une pression, c'est la finale des championnats de France quand même. Ouais. Pour les deux, parce que là, tu sais qu'en plus, t'as un certain Kalim Mastouri qui a été médaillé, qui est champion d'Europe en titre. Donc, il y a alors, c'est Lionel Brézéfin qui il appartient de faire la sélection, mais tu sais qu'il faut gagner là pour être sélectionné parce qu'il y a le champion d'Europe en titre dans la KT. Donc là, Morero qui arrive pour le coup en France. Ouais. C'est ça. Et il arrive à défendre et même à mettre son adversaire sur le dos, mais très intéressant. Je trouve qu'il est très intéressant sur chaque phase, hein, même sur les séparations. Ouais. Il fait les bons gestes qu'il faut. Mais il met les mains. Moi, j'aime bien parce qu'il met vraiment les mains où il faut. Il pense à contrôler le poignet quand il faut contrôler le poignet. Il met son underhook quand il faut le faire. Il prend le poplité du coude quand il faut. Il est à l'aise sur les défenses de single leg. Il n'oublie pas de frapper en même temps pour scorer son round. Et là, tu vois, à 30 secondes de la fin, pareil. Regarde, son travail, c'est productif. Et on peut dire... Alors, il faut pas vendre la peau de l'ours, on attend que ce soit fini, mais globalement, il domine ce premier round grâce à sa défense effective et surtout aux frappes qu'il a pu mettre et debout et en contre de lutte. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur l'émission de scoring au final. Tu vois, quelqu'un comme ça, dans cette façon moderne aussi de faire du MMA avec des coups tout le temps, au final, quand il est en défense, il score. Hein. C'est ça. Il score. La défense n'est pas à proprement dit valorisée, mais il a tellement frappé en défense que ça la valorise. Il est parvenu à scorer dans la défense. Ouais. Mais un très beau premier round. Petit coup de coude de Glele pour finir la reprise, mais je suis assez d'accord avec toi, on peut la donner à Morero pour ça. Alors qu'elle a été souvent sur le reculoir, en partie défensive, mais qu'a su mettre les frappes quand il fallait. Et puis alors debout, pour le coup, c'est combiné sa vitesse. Mais les deux, ça boxe bien. On sent qu'il peut faire très mal très vite, Morero. Et moi, j'aime bien, tu vois, parce que ça boxe. Souvent, même à 84 kilos, ça a tendance à boxer sur un coup. Là, il enchaîne. Il y a la combinaison. Ouais. Il fait des 3-4 coups. Il y a eu un jab, cross arrière et derrière tentative du percute. C'est ça. C'est pas si commun dans ces niveaux-là. Mais vraiment un très très beau travail. Round d'école. Franchement, c'est un round d'école qu'il faut montrer dans les. En tout cas, au niveau compréhension du combat, c'est exactement ça. Tu frappes, tu te déplaces et quand ça lutte, tu essaies de contrer. La mets au sol tout en scorant avec des frappes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer. Le one-two qui passe bien, ses genoux dont je parlais tout à l'heure, même quand il est là en train de se faire coller, c'est moi qui mets ses genoux pour marquer mes points. Très très intéressant au niveau travail global et jeu global de ce combat. Et là, tu as vu, ça insiste un peu avec le jab. Là, il vient d'envoyer 10 frappes, t'imagines 10 frappes. Il a vu que le one-two passait, donc pourquoi pas faire free fort après, hein, pourquoi pas continuer la combi. Il a fait un combo de 10 frappes en début de round, tu vois, et j'aime bien, parce que du coup, ça s'économise pas, il a confiance en sa préparation physique, c'est vraiment intéressant.
On voit qu'il le repousse. On a vu qu'il hésitait pas quand ça colle, à être dans ses phases de lutte aussi. Il n'y a pas que le striking. C'est ça. Là, il y a un très bon single leg qui vient d'être pris par Glele qui score le takedown. Qui arrive à mettre Morero contre la cage. Le scramble. Le travail défensif classique. Ouais, pour ça essayer va de revenir aussi, mettre son dos contre la cage. Mais là, tu vois, pareil, il y a de la part de Glele, ça vient chercher les jambes en lasso, ça essaie de travailler. Alors, ça manque encore un tout petit peu de vitesse par rapport au pro, mais en tout cas, les intentions, elles sont très très bonnes. Les intentions sont bonnes, il arrive à mettre Morero sur le dos, et il commence en plus à scorer quelques frappes. Donc là, ça peut... Hein, le grand end point score, complètement. On répète par rapport à notre vidéo qu'on avait fait sur la réglementation et les juges. Le takedown ne compte pas en lui-même, mais déjà le temps passe et c'est lui qui est en dominance. Et surtout là, il score des frappes. Exactement. Bon, il y en a à scorer, parce que pour moi, Morero, il a touché, il a fait des combos de 10 frappes effectives en début de round. Mais c'est de l'effectif grappling. Là. C'est ça. On va chercher à faire du dégât et aller vers un chemin de finalisation. C'est ce qui était le critère... Moi, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais là, à 1 minute 30 à la moitié du round, Glele n'en a pas encore fait assez pour pouvoir prétendre... le début de round. Ouais. On n'est pas loin. Voilà. On n'est pas loin, mais je suis d'accord avec toi jusque-là. Si Morero passe le reste du round sur le dos, là, c'est... Et à prendre des frappes, c'est Glele qui prend. C'est Glele, mais s'il se relève et qu'il est capable de remettre la foot comme il l'a fait précédemment, c'est plus serré. On voit ces tentatives. Tentative de Kegard, là, mais un peu... Là, par contre, tu sens qu'il y a... Manque d'expérience. Manque de niveau, simplement. Il doit encore travailler. Je sais pas du tout pour être c'est dur normal, avec Morero. Déjà, ils sont sur la défense de lutte. Il nous a montré des bonnes choses. Sur le striking aussi. Mais c'est vrai que sur le sol, il y a du travail à faire. Et tu sens qu'il y a besoin d'améliorer certaines positions pour qu'il soit plus dangereux. Glele qui continue à frapper dès qu'il peut. Et du coup, je pense qu'il est en train de s'octroyer le round. Ouais. Parce que, pareil, tu vois, la volonté, là, elle est vraiment de rester là, de Morero. Et je pense qu'il fait... Après, c'est pas forcément une erreur. Il fait avec ses armes aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, il maîtrise pas encore tous les aspects de ce sport. C'est un jeune combattant. Et là, force est de constater qu'il n'a pas les armes, ni pour générer un scramble, ni pour aller se relever contre la cage, ni pour essayer de renverser en grappling. Pour générer de l'offensive depuis son dos. Il préfère laisser passer l'orage, quitte à perdre ce round. Et moi, je vais te dire franchement, pour moi, il le perd là. Je suis d'accord. J'ai un point que j'aime beaucoup sur ce que j'ai vu de Morero là, c'est depuis 1 minute 30. Il panique pas. Non. Et il est prêt à laisser passer ce round pour se refaire dans le 3e. Donc, c'est pas inintéressant. Je prends pas le gros risque histoire de pas risquer la soumission ou le truc bête. Et je contrôle jusqu'à la fin du round et pour pouvoir repartir. Je rappelle, c'est l'avantage quand après, on est mais vraiment la foudre. Debout Je vois les ralentis, là, il a vraiment la foudre dans les mains. Sur le début de round, il fait une grosse différence quand même sur le début de round. C'est pour ça il fallait du temps et des dégâts de la part de Glele pour compenser ça. C'est pour ça que je dis, dans l'esprit de certains juges, notamment qui viennent du striking, alors je sais qu'en France, ils ont été formés par l'équipe de Lionel Brézéfin, mais je comprends même qu'il y ait les gens qui ne comprennent que le striking, ils peuvent même donner le deuxième à Morero au final, parce que ce sont des frappes malgré tout qui sont plus nettes que celles qui sont faites au sol. Qui ont fait du mal, on l'a vu, quand on fait du dégât. Il manque encore un peu, on peut le voir mais c'est normal aussi, sur ces ralentis, il y a un poil plus de précision et Morero, il ferait très 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 mal. Ouais, ils sont là pour apprendre, de toute façon, la carrière amateur, elle sert à ça. Mais tu vois, malgré qu'on soit 2 KT au-dessus de ce qu'on a vu précédemment, alors ils ont moins combattu aussi, faut être honnête, mais là on sent plus de fraîcheur physique pour ce 3e round. Ça continue, ça travaille, ça jab. Très long pour un 84, Morero. Ouais. Corporellement... les deux, c'est 2 athlètes, vraiment. Bon, là debout, il s'impose très nettement. Debout, il y a une grosse différence. Pourtant, Glele est pas mal, mais Morero, il met vraiment du volume. Il y a une grosse différence. Il y a du volume, il y a de l'intensité, ça va vite, ça va fort. Tu le disais tout à l'heure, il y a de la combinaison. Il y a un niveau d'écart là, entre les deux. Et pourtant, très bon jab, Glele. Tu vois, il rentre bien sur le jab, mais c'est vrai qu'à part ce jab, il a moins à proposer en termes d'enchaînement technique que Morero, qui esquive remise. Vois, là, on a une palette intéressante quand même. Là, on vient de le voir en fait. C'est-à-dire que Glele lance un jab et lui répond avec la foot derrière. Il est capable d'esquiver, de remiser. Non, en termes de maturité, on est pas mal. Je pense que... Je le connais pas personnellement, mais je pense que chez Morero, il y a un petit bagage de boxe anglaise parce qu'il kick pas beaucoup. Il a vraiment des attitudes qui trompent pas. Tu vois, il est vraiment à l'aise. C'est vrai que sur l'utilisation des kicks, là, on n'est pas... Il est à l'aise.
Est-ce qu'il remise tout ce travail-là? Il est vraiment à l'aise. Donc, Glélé qui repart sur la lutte et qui fait tomber. Il est efficace aussi sur le deuxième round. Il l'a vu sur le deuxième, hein, c'est son jeu. Enfin, c'est là comme ça qu'il peut s'imposer. On est au milieu de round exactement. Mais pareil, mais là, il y a une quinzaine de frappes significatives d'écart quand même, tu vois. Il y a eu un gros écart de fait debout. Donc si tu défends bien, en fait, en prenant pas tant de coups que ça, tu peux garder si on applique les règles, tu gardes ton round, hein, à moi. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de générer des frappes qui veulent mettre fin au combat aussi au sol. Et là, tu vois, c'est pas du rabbit punch, comme disent les Américains, mais tu sens que c'est des frappes plus pour rester actif et pas que le combat soit remonté par l'arbitre, que des frappes vraiment pour générer du dégât. On est honnête. Là, autant sur le deuxième, il y avait matière à discuter, autant sur le troisième, si ça continue dans ce mood-là, je vois quand même le round pour Moreau qui a essayé de finir debout et qui a touché vraiment fort. Alors que là, c'est des frappes d'activité, moi j'appelle ça. Oui, il arrive plutôt bien à les maîtriser là, dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il prend le maximum de frappes qu'il peut prendre, lui, vu la position qu'il a quand même sur le dos. Donc, on a un champion de France qui est en construction, Moreau. Tu sens que debout, c'est très, très à l'aise. Moi, je ne serais pas surpris en voyant un petit peu son background, qu'on ait un background de boxe anglaise. Mais de quelques années, tu vois, quand même. Oui, mais que ce soit la base, ouais. Mais au sol, tu sens qu'il fait le minimum pour pas se faire terminer, il prend la garde fermée, mais ça manque un petit peu de réflexe et de travail de fond, en fait. Oui, il est conscient que le combat va bientôt se terminer. C'est ça. Quelques frappes quand même d'en dessous. Hein. Il reste dans cette optique, ce qu'on disait depuis tout à l'heure, de MMA moderne, dès qu'il peut aussi, Moreau. C'est ça. Même si c'est les petites frappes par rapport à ce que propose Glélé en face. Et donc, fin du combat et victoire, décision unanime pour Moreau, pour le coup, qui devient champion de France. Je ne l'ai pas précisé au combat d'avant, parce que c'était intéressant par rapport à la façon dont on le notait. Lambert, c'était une décision partagée. Ouais, il y avait un juge qui avait donné Boran. Ouais. C'était une split, ce qu'on comprend. Le juge qui a intégré ce KO avait donné Mehmet Boran. Mais deux combats qui relatent un petit peu le niveau. Alors, il y en aurait eu tout autant à dire. Il y a eu une très belle catégorie filles à 52 kilos. Alors, on ne voit pas de combat, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui sont sélectionnées dans notre petit top 10. Mais non, il y a un niveau qui monte, une maturité, une compréhension du sport et une palette technique qui est vraiment en progression. Donc vraiment bravo à Lionel Brézéfin et aux équipes de la FMMF pour ça. C'est grâce au calendrier fédéral. Il faut être honnête. On parle des IMAF parce que c'est le Graal. Mais pourquoi ces jeunes, ils arrivent à performer aujourd'hui et à prendre de l'expérience? Parce que, regarde, je parlais de Théo Muris qui s'entraîne chez moi en ce moment. Je regardais son tapologie tout à l'heure. On est presque à 25 combats pro. Ouais, en 2 saisons. C'est une folie. Je sais pas, Axel en avait 40 avant de passer pro. Mais sauf qu'Axel faisait que de l'IMAF à l'époque. Il est resté plus longtemps. Là, tu as le truc chez toi, avec les MMA League tous les week-ends ou presque. Tu peux faire 30 combats en 2 ans et demi si tu te débrouilles bien, sans voyager trop, avec un niveau constant. Et avec ce Graal aussi de pouvoir participer aux compétitions majeures si tu es champion de France. Donc c'est très intéressant. Et tu as le Graal des compétitions majeures fédérales. Et en plus, nous, on a développé un système aujourd'hui où tu peux même aller faire de l'amateur à l'AEC, dans des vrais orgas qui, en plus, te préparent même à l'organisation. À la gestion du stress et tout. Non, c'est très, très bien fait. Ce dont ils peuvent bénéficier aujourd'hui, ces amateurs-là en France, c'est quand même une base très solide pour progresser et développer sa carrière. C'est évident. On arrive au schéma des grandes nations mondiales qui font beaucoup d'amateurs et qui font beaucoup de travail de fond avant de se projeter sur la scène internationale. Et c'était 2 finales assez disputées, donc c'est pour ça qu'on voulait le proposer. Disputer des palettes techniques assez larges des deux côtés. Et des nouveaux venus. Et des nouveaux venus parce qu'on ne les connaissait pas. Exactement. Donc 2 des beaux, mais vraiment, pour le coup, les images, on les tire de la chaîne YouTube de la FMMAF. Encore merci à Lionel et à ses équipes de nous les proposer pour vous les proposer. Mais vous pouvez voir plus de combats. Il y a l'intégralité des journées sur leur chaîne YouTube. Ouais. Les mêmes à Ligue. Ça aurait duré 8 heures sur la FM. Mais c'est intéressant. Et pour ceux qui veulent se projeter en amateur, voilà la cible. Et regardez ces combats pour y aller au bon moment aussi. Pour ceux qui démarrent ce sport, le niveau est très élevé. Alors, il y a aussi une catégorie intermédiaires qui sont les classes B. On n'a pas mis d'image, mais c'était présent pendant ces championnats de France. Donc voilà, il faut prendre son temps avant d'y aller parce que le niveau, même en classe B, est assez élevé. On se fait le top 10 des finishes. Avec grand Alors, plaisir. on n'a pas tous les finishes que je préviens tout de suite parce que notamment la deuxième cage, c'est un plan fixe. Donc, ça donne des plans pas super un peu lointains. À diffuser. On n'a pas les détails techniques. En fait, on les voit de très loin. Donc, on n'a pas pris tous ces combats-là. On a pris que ce qui était disponible dans la cage 1 avec les belles caméras pour produire. C'est une production de la FMMAF d'ailleurs.
Je commence par le numéro 10. Aldric, je vais te faire... On va partir chez les féminines, justement. T'en parlais. Avec Chloé Santagne face à Océane Crex. C'est notre numéro 10 des finishes. Donc, Aldric, à chaque fois, tu peux me faire ton petit commentaire sur ce qu'on voit à l'écran. Très intéressant. Océane, qui est junior, il faut quand même le dire, et qui combattait au sein des seniors. Elle prend un hanché, une projection un peu de type judo, avec immédiatement une tentative de crucifix qui échoue de la part de Santagne, mais qui remonte bien pour rester en position dominante. Elle commence à s'installer. Là, on a une position de 4 pattes avec les crochets qui sont mis immédiatement. Ces crochets, y a une tentative de scramble et au lieu de perdre la position dos, tout de suite, elle arrive à revenir en clé de bras. Et techniquement, c'est très très bien fait. Elle perd le dos parce qu'Océane essaie de se relever et de la faire passer par-dessus. Et au lieu de s'entêter sur la position, elle prend la clé de bras qu'elle finalise magnifiquement. Ouais, moi je l'aimais bien aussi celui-là pour ça, ce côté. Il y a de la construction. Je suis trop haut dans le dos, j'aurais pas la position. Tout de suite une idée, je réfléchis. Scramble, je pars sur le côté, je vais libérer le bras et je prends la clé de bras pour s'imposer. Donc c'était dans cette catégorie où il y avait un tournoi, où elles étaient trois. Vous allez voir d'ailleurs les trois finishes des 3 combats pour le coup, parce qu'on les a mis dans notre top 10 les 3. Donc ça c'était notre numéro 10, Aldric. On va aller se chercher en numéro 9. On repart chez les garçons avec Abel Heredir et un KO contre Seikou Keita. Donc c'est Heredir 1. Yes. C'est parti. Notre numéro 9 des finishes de ces finales de la MMA League. Donc là, on est en 77 kilos. Très, très beau takedown qui était fait par Zabit Magomed Sharipov à l'UFC. C'est un genre de petit fauchage. Et derrière, tout de suite, position dominante. La jambe devant pour provoquer le scramble. Et il y a des belles phases de sol. Vraiment, tu sens maintenant que ça commence à être assez complet. Pareil, il essaye de au moins pas prendre de frappe et d'essayer de se relever, Keita. Heredik ne panique pas. Il prend son temps. Ouais, j'aimais bien celui-là parce qu'il y a une séquence longue. Il prend vraiment son temps pour évoluer de position en position. C'est ça. Il était dans une position qui était un peu moyenne. Il reprend une croix. Il attaque tout de suite un bravo qui est fort. Et tu sens qu'il n'hésite pas du tout sur la position. Il panique pas. Il force pas. Il voit que dans un sens ça passe pas. Il prend un petit peu d'angle. Il perd pas la position. Ça repart en frappe de la monte directement. Une belle position montée, puisqu'en plus, il a isolé un bras. Donc, non, il y a un travail technique de plus en plus avancé chez ces garçons. Tu vois, il a un très bon travail. Alors, peut-être que Keita n'a pas toutes les armes pour sortir de cette position. Et du coup, il y a un très, très gros travail qui est fait en ground and pound. Ah, puis il prend son temps vraiment, Heredia. On l'a vu. Il est sûr de lui. Replacer les mains, replacer juste ce qu'il faut pour maximiser la position. Ouais, puis là, il génère trop de dégâts. Keita n'est pas capable de se défendre et il est arrêté par là. Je vais te dire, cet arrêt-là, je l'ai même trouvé, qui est rare à la FMMAF ou aux IMAF, généralement, ils arrêtent assez tôt. Là, je trouvais que c'était presque un poil tard. Ouais, après, il n'y avait pas de gros dégâts. De très gros dégâts, tu vois. Mais tu savais qu'il était en position. Il manquait un petit peu de connaissances techniques pour s'extraire de cette position, c'est vrai. Aldric, on passe au numéro 8. On reste dans ce tournoi féminin dont on parlait tout à l'heure avec Myriam Benada. Et on reste avec Océane Crex en face, une nouvelle fois. On va observer ça. C'est le deuxième jour. Benada qui était pour moi la révélation de ce tournoi féminin, parce qu'elle a fini tous ses combats, elle s'impose championne de France des 52. Complètement. Donc vraiment intéressant, qui a montré pas mal de choses, des bons déplacements, solides. Et ouais, pour moi, c'est la révélation de cette catégorie. Là, une prise de dos. C'est une soumission d'école, en fait. Ouais, prise de dos, ça stabilise les crochets. Ça travaille, tu vois, vraiment avec un bras en dessous. Ça cherche vraiment à isoler. Il y a un vrai travail de construction qui est fait. Ouais, c'est ça. Cette séquence-là, ce que je dis, c'est un peu d'école. Elle va faire tout ce qu'il faut faire. On met les frappes pour ouvrir le coup. Pour ouvrir un petit peu, ça met des frappes pour rester active et surtout pour scorer. Et derrière ça, il y a un Mataléon qui est très bien placé et ça tape tout de suite. Non, très bon travail. Elle arrive bien à prendre ce coup, alors que si tu regardes bien sur la séquence, Océane Crex tente de se libérer, donc ça fait, on est sur une partie vraiment très scramble où ça bouge dans tous les sens et elle arrive quand même à bien caler son bras à ce moment-là. Les frappes qui ont bien ouvert le jeu, très bien fait, très bien exécuté. Et on était chez les moins de 52 féminines, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc c'était notre numéro 8 des finishes de ces finales de la MMA League. On passe en numéro 7 et on retourne chez les hommes.
avec monsieur Bambosima sur Jeffrey Durand. C'était le premier jour. Voilà, alors je vous le remets comme ça, parce que c'est rapide. Ouais, travail. Bon, les deux, on les met un peu basses quand même, là. C'est pas. Alors, Ouais. il y a un arrêt qui peut être prématuré. Il faut quand même garder en tête que ce sont des amateurs. Mais, Prématuré, selon toi? Je nous le remets, ce ça sont dure des, 30 secondes, je te le remets rapidement. ce sont des amateurs. En live, je dont- me suis dit que c'était un peu prématuré, Bah, mais je comprends. Si totalement. tu veux, Le rapproche. la tête n'est pas inerte sur le sol. Il montre une réaction, tu vois, tout de suite. Mais c'est des amateurs, il faut contextualiser. Moi, globalement, après avoir revu le KO, je pense que l'arrêt est justifié. Mais de loin, tu peux penser que. Après, il faut. Ce ne sont pas des pros. C'est des garçons qui ont une vie à côté, qui sont relativement jeunes. Je pense que c'est important de les préserver. Oui, puis tu sais, la façon dont il tombe quand même si tu dis il n'est pas inerte quand tout de suite il réagit. Par contre, on voit que la tête va toucher le sol. Alors même si c'est pas des sols en dur, mais protection de l'athlète avant tout, on y va. Non, c'était un rappel aussi. Moi, je trouvais cette séquence, ce finish-là, c'est un rappel côté Durand pour le coup qui prend ce KO. Voilà, c'est des amateurs en formation, donc les deux, ils ont les mains basses quand même là. Voilà, sortir en ligne avec les mains basses. Bon bah ça les deux. Tu sens en vrai ça donne ça. Après il y a peut-être voilà, on est dans le round 3 presque à la fin, il reste 30 secondes, il y a peut-être de l'usure aussi des deux, mais là les deux ont les mains très très basses sur ce premier tour des championnats de France. On repart en numéro 6 et on va retrouver notre ami Abel Ereguir, c'est son deuxième passage dans notre top. Et c'était cette fois contre Quentin Herman. Et on va parler soumission, Aldric, sur celui-là. Ouais, petit takedown avorté avec un très bon scramble qui lui permet d'arriver en back mount immédiatement. Il ne cherche pas à améliorer sa position, il frappe tout de suite. Très intéressant. On arrive à une position montée et là, il y a beaucoup d'agressivité. Et je trouve qu'il génère aussi beaucoup de puissance. Et malgré tout, tu vois, au lieu de garder cette position et de continuer à imprégner des dégâts, il préfère prendre la clé de bras et finir ce combat. Alors, je pense que dans une optique de tournoi, c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'en pro, c'est pas mieux de garder la position? Ça, c'est un autre débat qu'on aura plus tard dans leur carrière. Mais là, c'était bien pour accélérer les choses. Je pense que... Je vous le remets, moi, ce que je trouve intéressant, parce qu'on a vu Ereguir juste avant faire un KO sur Grand Pound. On voit une nouvelle fois, tu le disais, cette activité dès le début. Mais j'ai bien aimé cette idée. Ok, je suis sur mon Grand Pound, mais il y a un bras qui traîne. Ouais. Let's go. Et non, mais il est à l'aise. Tu sens qu'il est à l'aise et qu'il arrive à... Là, c'est une qualité que n'ont pas tous les combattants. Il arrive à générer beaucoup de puissance sur son Grand Pound et à être extrêmement efficace. On a fini avec notre numéro 6. On va passer au top 5 de ses meilleurs finishes et on va retourner dans notre catégorie féminine des 52 kilos avec la deuxième apparition de Myriam Benada. Et là, c'est sa finale. Et là, ça va être assez violent. Alors, quand je dis sa finale, c'était une poule, comme tu l'as dit, mais elles avaient gagné un combat toutes les deux. Donc, on savait que la gagnante serait championne de France. La gagnante serait championne de France. Et on va voir une John Jones, Aldric, tout simplement. Ouais, non, mais regarde le travail là en cage control, c'est intéressant. Les deux filles ont l'underhook, ça défend propre, ça met des coups de genoux aussi en même temps. Et là, elle a la tête un petit peu basse, Santagne. Donc, il y a une très belle guillotine, mais qui est prise. Guillotine sans les mains, avec un très très bon levier. Et elle ajuste, magnifiquement, et jusqu'à endormir. Exactement, Santagne, elle est inerte, ça se voit, les bras, l'arbitre arrête tout de suite, tu vois, très bien. Pareil, à ce degré de maturité, elle a une guillotine avec une certaine saisie qui est bien défendue. Et au lieu de s'entêter, ça change la saisie. Elle passe en triangle de bras, avec une guillotine qui est, si elle est passée, qui est imparable, très puissante. Tu vois, là, elle a une saisie. Elle vient très, très bien, Santagne, travailler sur le coude. Mais elle redéfend pas derrière. Et voilà, Benada change la saisie. Très, très gros levier en triangle de bras. Et elle l'a endormi. Non, c'est du beau travail. C'est vraiment du beau travail au sol. Très beau boulot de Myriam Benada qui devient donc championne de France. C'est moins de 52 kilos après deux beaux finishes. Donc, week-end très réussi pour Myriam Benada. On rentre au numéro 4, et on va retrouver notre ami Kéoni Lambert, dont on vous a proposé la finale entière. Cette fois-ci, ça va être juste un petit KO, mais un beau KO. Ah non, ça c'est le combat entier. Ça va être de l'autre côté. Exactement, Kéoni Lambert. C'était contre Noah Lawton, premier jour.
Fidèle à lui-même, un gros travail de feinte. Je dis Lawton, je suis désolé si c'est Lawton, hein, parce que je l'ai prononcé à l'américaine, mais... Et après ce jab, il y a le cross bras arrière qui suit. Et gros dégâts. On voit qu'il y a beaucoup de punch chez Keoni. Pour ceux qui l'ont pas vu passer tellement c'était rapide. Il arme le bras avant. On a vu sa boxe dans la finale, hein, Aldric. Très intéressant, là, ce 1-2. En ligne sur le jab et le cross derrière qui touche pointe du menton. Et très propre. Très propre. Efficace, dur, ça frappe fort. Ouais, il frappe fort. Très bonne intervention de l'arbitre. Hein. Ça sert à rien. Non. Là, il y a déjà suffisamment de dégâts qui ont été faits. Et vraiment intéressant. Hein. Bravo à Keoni pour son titre de champion de France et envie d'en voir plus dans les semaines à venir avec ces championnats du monde qui devraient arriver au mois de septembre. On passe au numéro 3. On le retrouve également, Fabien Glélé, qu'on a vu tout à l'heure contre Morero en finale. Qui fait face à Asia Collet. Ouais, Malcolm. Il est dans le dos, en triangle de corps fermé. C'est des positions qui sont très dures à encaisser pour les jambes, qui demandent beaucoup d'efforts. Et il défend bien Asia Collet. Il s'affole pas. Bon, alors, c'est vrai que normalement, il est conseillé de se servir de la cage pour essayer d'absorber une partie du poids de l'adversaire. Ouais, il ne faut pas être au centre de la cage comme ça. Ouais, c'est fatigant et pour celui qui a le triangle de jambes, mais aussi pour celui qui supporte le poids. Et là, tu vois, il est très à l'aise, mais malgré tout, je pense il faut d'abord penser à survivre et après penser à enlever la position, surtout quand il reste 10 secondes, comme c'est le cas actuellement. Là, une petite faute d'expérience de la part d'Asia Collet qui permet à Glélé de s'ajuster. Et là, il enlève les crochets. Et c'est l'étranglement le plus sauvage qu'on a vu pendant cette compétition parce qu'il lui arrache la tête clairement et il l'étrangle jusqu'à lui faire perdre connaissance. Franchement, il dégage vraiment beaucoup de puissance, Glélé. Erreur un peu d'Asia Collet. Et en fait, j'ai l'impression que là, il sait que c'est la fin de round. Ouais, il se relâche un peu. Il y a un peu de relâchement, ce qui permet à Glélé de relaisser tomber ses pieds et tout de suite de l'enchaîner derrière. Il y a un petit peu de nonchalance, disons-le clairement, et il y a aussi un petit peu il y a un manque clair au niveau technico-tactique. Il reste 10 secondes. Si tu veux prétendre à un troisième round, tu dois faire mieux que ça quand même. Mais ils sont là pour apprendre, hein, encore une fois. Oui, c'est de l'expérience qui monte aussi. On arrive au numéro 2, tu connais bien le numéro 2. Ouais. Kenji, qui a fait une très belle compétition, même si il échoue. Gondé, ouais. Il échoue en demi-finale, mais il fait beaucoup de progrès et je pense que retenez bien ce nom, on va encore en entendre parler dans les mois et les semaines à venir. C'est sur Adam Zilio et vous allez voir un KO très propre. Ouais, puis c'est intéressant ce qu'il fait parce qu'il a une boxe en ligne qui est très intéressante et ça travaille bien, tu vois, avec ce bras avant. Et un petit peu avant dans le combat, il avait passé cette droite en ligne et il avait habitué un petit peu Zilio à faire ce 1-2 en ligne. Et là, il switch avec un uppercut. Peut-être on peut le remettre une deuxième fois. Parce qu'il est superbe. Et les mains de Zilio sont bien placées. Hein. Les mains de Zilio sont bien placées. C'est vraiment l'uppercut qui fait le KO. En ligne, s'il faut, c'est bloqué. Tu vois. Les mains sont bien hautes. Il réagit encore très bien. Et là, il y a cette variation avec cet uppercut qui arrive un peu à la louche et qui touche pointe du menton. Et pareil, arrêt extrêmement justifié parce qu'il y a un travail de grand hand qui est dangereux derrière et qui est efficace. Donc, bravo à Kenji. C'est même très très bien la règle d'arbitre parce que tu sens qu'il laisse d'abord un temps, voir ce qui va se passer. Puis quand il voit que le grand hand est capitalisé, c'est bon, on arrête là. Mais en effet, cette faculté a aussi, puisque tu l'avais dit, quand on voit le combat en entier, travailler plutôt en ligne, à changer à ce moment-là, voilà, c'est des qualités qui peuvent faire la différence. Ouais, le fight IQ déjà très élevé. On a préparé l'adversaire à un certain type de coup en ligne et finalement on change la façon d'aborder un échange pour pouvoir le surprendre et le battre. Et c'était le cas, donc ce KO de Kenji Gondé dont on reparlera, Aldric, puisque tu me disais beaucoup de talent. Et le numéro 1, c'est Grimodo sur Ivan Romanenko. On a choisi une soumission. Pourtant, on est tous deux adeptes du KO et je pense que comme 90% d'entre vous, on préfère le KO. Mais là, en fait, il y a un travail qui est tellement construit. Exactement. Et c'est toi, Alex, qui l'a choisi. Moi, je t'ai donné le choix. Et particulièrement flatté que tu sois allé chercher ça parce que techniquement, c'est extrêmement abouti. Et oui, quand t'es arrivé ce matin, je t'ai dit c'est fait ce choix-là, t'es OK. Et je t'ai dit, pour la même raison qu'en fait, qu'elle t'espérait que je le choisisse, quelle séquence. Et on est dans des championnats amateurs, mais il y a déjà un très haut niveau de technique. Ah ouais. On vous lance ça. La séquence est vraiment sympa parce que ça part du cage control avec un scramble. Il y en a un qui essaye de faucher et l'autre qui essaye de hancher. Donc c'est intéressant. Il y a un travail tout de suite en crucifix qui est fait.
et ça réfléchit même pas. Il fait la bonne sortie. Donc là, c'est Romanenko qui fait la sortie. C'est vraiment intéressant, mais il garde un contrôle en Kimura, Grimodo. Donc, tu vois, on est vraiment abouti. De ce contrôle en Kimura, on évolue vers une arm saddle et un shoy bar. Ça roule. Et derrière ça, il finalise sur cette clé de bras. Non, c'est vraiment extrêmement abouti. Ça repart dans l'autre sens. Romanenko se défend en Ouais, plus. Hein. ouais. Romanenko, il fait les bons choix. C'est-à-dire qu'il part dans les. Là, il revient sur ses pieds de façon à avoir une meilleure solidité défensive et pouvoir garder son bras plus précieusement. Il essaye même là de mettre un petit coup de genou, mais derrière, la clé de bras est très très bien exécutée de la part de Grimodo. Et elle laisse aucun choix que de taper. Donc vraiment, l'enchaînement, en plus, ce sont des techniques qui sont, pour ceux qui regardent un petit peu tout ce qui est instructionnel de grappling et tout, arm saddle, shoy bar, et toutes ces techniques qui sont très très travaillées en ce moment. Alors, techniquement, c'est pas encore parfait, mais déjà, en combat, à aller chercher ces enchaînements, ce grappling en chaîne un petit peu pour obtenir la soumission, vraiment, c'est un très très haut niveau de maturité et un très très bon niveau de grappling en général. Ouais, je suis assez d'accord. C'est cette faculté à enchaîner ses positions et à savoir laquelle va aller après pour faire toute cette séquence vers la finalisation, elle est superbe. Plus on peut le voir, mais c'est pareil, le MMA moderne, dès qu'il peut mettre un coup, il met un coup. Ah ouais, il y a ce jeu global qui nous a beaucoup plu sur cette séquence, et c'était notre numéro 1 des finales des championnats de la MMA League, championnat de France amateur, on vous rappelait, c'était à Polytechnique le week-end dernier, maintenant, il y a 2 week-ends au moment où vous nous entendrez. C'était cool, Aldric, j'espère qu'on le refera souvent, et on essaiera de suivre aussi d'ailleurs l'équipe de France, les IMAF, les choses comme ça, on vous en dit pas plus, mais on va essayer. Quelque chose me dit qu'on n'est pas très loin, et voilà, que vous aurez des belles images à regarder, mais pour l'instant, on ne peut pas l'annoncer. On va essayer de ramener des petites choses et de continuer à suivre ça, parce que c'est intéressant, puis c'est aussi les talents qu'on aura demain, Aldric, c'est ceux qu'on verra dans les plus grandes orgas, et il montre, on finit là-dessus et on boucle l'émission, mais il montre un niveau chez les jeunes qui fait presque peur, en fait. Ouais, vraiment. Alors, peur dans le bon sens, hein. Moi, je milite. Vous entendez bien ce que je dis. Hein. Moi, je milite, et les clubs, il faut encore travailler sur le cage control et la lutte. Je pense qu'à un niveau international, on a encore des progrès à faire là-dessus, mais vraiment, je pense que globalement, le niveau ne cesse d'augmenter. C'est de plus en plus agréable à regarder, et il faut que ça continue comme ça. Surtout parce que tu le sais bien, pour avoir été avec l'équipe de France, quand même pas mal de mecs de l'Est dans ces championnats IMAF notamment, et que la lutte, on sait et les règles aussi, hein, la petite cage et ces coups de genoux au visage qui sont interdits, ça favorise les lutteurs. Donc il faut, pour pouvoir performer vraiment et tout rafler, parce que moi je suis persuadé que la France peut devenir un acteur majeur de ces compétitions mondiales. Et voilà, il faut encore un petit peu monter ce niveau de lutte, mais je pense que la moisson de médailles va être intéressante, et je le souhaite pour les championnats du monde en Géorgie, je crois, au mois de septembre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le lutteur, lui, on lui enlève aucune arme. Les autres, on leur enlève des armes. Donc ça fait quand même une différence. Merci Aldric, c'était cool. N'hésitez pas en commentaire à nous donner vos petites révélations de ces championnats de France amateurs, des finales de la MMA League, les KO que vous avez aimés, les soumissions que vous avez aimées. N'hésitez pas, on lira tout ça avec plaisir, et on continuera de suivre ces talents-là dans leur carrière, et amateur et professionnelle, dans quelques années, on l'espère bien. Merci Aldric, on se retrouve très vite pour d'autres aventures sur Jab Life. Ciao ciao, salut à tous.